Merci beaucoup, Giada Pistilli, d'être là avec nous. Je voulais commencer cette discussion avec un petit rappel. C'était il y a un an, jour pour jour, peut-être que vous vous en souvenez. Il y a une pétition qui a été signée, une lettre ouverte plutôt, par différentes personnalités, une centaine, notamment Elon Musk, mais aussi l'un des pères de l'intelligence artificielle, Yosha Bengo. Et cette lettre appelait en fait à une pause dans le développement de l'intelligence artificielle, estimant, et je reprends leurs termes, que si on ne la contrôlait pas assez, elle pourrait causer un risque d'extinction pour l'humanité. Donc voilà, ça nous a mis un peu dans un mouvement de panique générale dans les médias. En tout cas, il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Et voilà, avec cette idée qu'en plus du changement climatique et du retour de la guerre en Europe, il fallait aussi s'inquiéter d'êtres virtuels potentiellement hors de contrôle qui allaient nous exterminer. Donc vous avez une vision beaucoup plus raisonnable et nuancée. Je rappelle donc que vous êtes éthicienne chez Hugging Face, vous êtes aussi docteur en philosophie et vous connaissez très bien les idéologies derrière justement le développement de l'IA. Donc je voulais d'abord vous demander la question, en fait, d'où vient ce mouvement de panique et cette peur, cette croyance que l'IA peut devenir hors de contrôle et potentiellement devenir dangereuse? Oui, bah déjà, merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. C'est vrai que pour vous rassurer tout de suite, il y a, en tout cas à aujourd'hui, il n'y a pas de risque existentiel. Si on fait un pas en arrière et on essaie de prendre un peu de recul, on sait aujourd'hui que toutes ces idéologies sont basées vraiment sur une philosophie qui prend à la fois, qui mélange un peu de ce qu'on appelle de l'éthique intergénérationnelle, c'est-à-dire poser de questions qui sont complètement légitimes sur la population dans le monde, le rôle aussi de la technologie, et de l'utilitarisme, notamment avec des philosophes clés comme Peter Singer et du côté de l'éthique Derek Parfit. Et c'est un peu un mélange des deux parce qu'en effet, on rentre là-dedans dans un mouvement qui existe déjà depuis plusieurs décennies, qui s'appelle l'altruisme efficace, dont il y a un courant en effet qui s'appelle le long-termisme, qui cherche en effet à comprendre comment on peut éviter le plus possible le risque en effet qui éventuellement peut être posé par les intelligences artificielles aujourd'hui, mais ça peut être aussi n'importe quelle nouvelle technologie demain, sur les humains. Comment faire ça? Déjà, comme le dit le mot, c'est pour ça que ça a beaucoup de racines justement au sein de l'utilitarisme. Il faut vraiment essayer de mettre l'être humain au centre du débat et au service aussi de essayer d'anticiper le plus possible ce genre de risque. Mais au sein en tout cas de l'industrie de l'intelligence artificielle, ça c'est souvent associé, je suis sûre qu'on va reprendre à partir de là. C'est souvent associé, par exemple, à la création de ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale. Peut-être qu'on peut commencer par définir ce terme. Oui, tout à fait. En effet, alors, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment de définition définie. Disons que au début, on a commencé à parler d'intelligence artificielle générale vraiment au début des années 2000. Ce que petit rappel, peut-être que vous en avez déjà parlé au cours de la journée, mais il y a eu vraiment une longue période qu'on a appelée l'hiver de l'intelligence artificielle où en gros il se passait pas grand-chose. Et puis à partir des années 2000, 2010, 2020, un petit peu avant aussi, il y a eu vraiment des grandes révolutions qui ont fait un peu d'énormes pas en avant. Et c'est là où on s'est dit mais attention, en fait, les compétences et les capacités des intelligences artificielles peuvent aussi nous dépasser. Et donc, l'idée vraiment générale qu'on a, ou en tout cas la définition la plus peut-être précise qu'on peut avoir à aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui essaient le plus possible de se rapprocher des compétences humaines et des capacités humaines, jusqu'au point même à les dépasser. Et donc, c'est là d'où vient justement le côté général. Et cette idée, est-ce qu'elle fait consensus, cette idée qu'un jour, il y aura potentiellement une intelligence artificielle générale, justement? Ben non. Donc en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a vraiment des gros débats qui existent aujourd'hui, non seulement au sein du milieu académique, mais même au sein de l'industrie, où si encore une fois on essaie de faire un pas en arrière, on se dit que c'est même un peu du côté un peu de rendre un peu une service, si on veut, à des industries qui disent bah moi je suis en capacité de construire cette intelligence artificielle générale, mais elle est tellement dangereuse, elle est tellement puissante que je suis aussi le seul
en capacité de la contrôler. Donc vous voyez un peu le discours dans lequel on va rentrer, c'est un espèce de processus un peu machiavélique si vous voulez, du je vous fais peur pour mieux vous contrôler, et c'est là où il faut en tout cas il faut se méfier un petit peu, et ça fait pas consensus d'ailleurs parce que aussi, une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on définit en statistique ou en calcul de probabilité l'intelligence humaine, si on veut la dépasser. Donc à partir de là, on commence à comprendre toutes les failles logiques là-dedans. Sur le fait que justement il n'y ait pas de consensus, enfin déjà oui, le fait que ce soit une idéologie qui se prolonge à très long terme, puisque vous avez cité le terme de long-termisme, on pourrait peut-être d'ailleurs le définir rapidement. En quoi on pourrait se dire pourquoi pas finalement se préoccuper des risques, même ils n'adviennent pas, c'est une manière aussi de se préparer, donc pourquoi pas, mais quels sont les dangers en fait de cette idéologie si on va jusqu'au bout de son idée? Oui, en fait, comme on disait, long-termisme, c'est vraiment une des idéologies qui se cachent derrière la philosophie justement de l'altruisme efficace, qui s'est surtout développée, donc comme je vous ai cité des philosophes et des éthiciens, surtout anglo-saxons, et c'est là où en effet où on voit la majorité de ces exponents aussi qui existent, notamment parmi les derniers, il y a William McCaskill qui a publié un livre, je crois, il y a 2 ans, justement sur ces thèmes-là. C'est assez drôle comment est formulée votre question du genre quels sont les risques de ce mouvement alors qu'eux ils parlent de risques des intelligences artificielles. C'est vrai que les risques qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est déjà de nous... Alors, je recommence parce que je pense qu'il faut faire un pas en arrière. Déjà, il ne faut pas non plus dire que c'est pas du tout déplacé d'imaginer des scénarios apocalyptiques. La science-fiction nous a appris ça, et d'ailleurs la science-fiction fait aussi partie beaucoup des réflexions qu'on a en philosophie, mais il ne faut pas que ça nous empêche de réfléchir aussi aux questions et des risques qui existent aujourd'hui, parce qu'il y a plein de questions d'ailleurs, surtout quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'on en parle depuis peut-être un peu de temps, on a l'impression que c'est dépassé, que c'est résolu, alors que c'est pas vrai. Donc tout ça pour dire que il faut pas non plus forcément nous empêcher de réfléchir aux risques qui sont un peu plus long terme, mais il faut pas que ces risques long terme offusquent complètement les risques qui sont plus court terme, si on peut dire ça comme ça. Et si on essaie encore une fois de faire une réflexion et on peut prendre plus de hauteur, les nouvelles technologies ont toujours fait un peu peur. Donc c'est aussi un peu un côté humain de imaginer des cas apocalyptiques, imaginer aussi à l'invention de l'imprimerie. C'est où on pensait que ça allait détruire complètement la connaissance, plein de métiers. En fait, l'histoire, comme elle est cyclique, on voit souvent les mêmes choses apparaître. Mais c'est important aussi de prendre du recul, encore une fois, de démystifier, et comprendre un peu mieux et surtout s'approprier de ces technologies pour avoir un peu moins peur. Et peut-être vous avez cité les risques actuels qui pouvaient être minimisés quelque part si on se projette à trop long terme, même si c'est important de le faire. Quels sont ceux qu'on peut citer? Il y a les biais notamment sexistes et racistes, l'impact écologique, on en parlera tout à l'heure, mais... Oui, exactement. Alors déjà, quand on parle de biais, c'est important aussi un peu de déballer qu'est-ce qu'on entend par biais, parce que, encore une fois, parce qu'on en parle depuis déjà quelques années, on a l'impression que c'est une question résolue, alors que pas du tout. Et en effet, on peut parler de biais de stéréotypes, et ça, on en parle tout le temps, de biais de genre, mais il y a aussi des biais culturels. Je crois que ça a été évoqué avant, la question sur les systèmes de valeurs, des biais culturels, etc. C'est vrai que si vous imaginez des systèmes d'IA qui sont entraînés que sur des données qui ne représentent qu'une seule vision du monde, et qu'ensuite c'est appliqué vraiment un peu partout de manière universelle, vous commencez à vous apercevoir un petit peu des potentiels risques qui peuvent découler de ça, et aussi du partage de la mise en échelle en fait de visions du monde qui ne sont pas vraiment adaptées, par exemple au cas d'utilisation aux utilisateurs d'un autre type de population. Et en effet, ça aussi, peut-être on le cite souvent, mais on n'arrive pas à aller assez en profondeur, malheureusement aussi en recherche, parce que c'est une question un peu complexe, c'est l'impact environnemental. J'imagine que vous allez en parler aussi dans notre tableau, on n'a pas trop le temps d'approfondir. Mais là où c'est un vrai problème, c'est que parfois on arrive
entre guillemets, assez facilement à comprendre quel est, par exemple, l'empreinte carbone ou le coût énergétique d'un entraînement d'un modèle. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est la fameuse inférence, c'est-à-dire quand vous calculez, par exemple, vous faites une requête sur ChatGPT ou vous générez une image. Là, ça a un coût complètement effrayant et c'est complexe à calculer si on n'a pas accès aux informations, etc., etc. Moi, notamment, je travaille, si on peut revenir vraiment sur les biais, je les appelle pas biais, je les appelle plus vraiment systèmes de valeurs qui sont complètement partagés par des modèles d'intelligence artificielle. Et notamment, je travaille sur le multilingualisme et sur le fait qu'il est important d'avoir vraiment des outils d'intelligence artificielle qui soient adaptés à sa propre population. Et ça, encore une fois, la liste est beaucoup plus longue, mais ça fait partie des risques au court terme. Parce que si on n'a pas de différentes langues, ça peut causer des risques spécifiques. En fait, souvent aussi, quand on parle, si on essaie de simplifier, de mettre tout ça sous le chapeau des biais, souvent on parle par exemple de surreprésentation et des risques des surreprésentations, mais il peut y avoir aussi des risques de surreprésentation. Si on prend un cas concret par exemple, un modèle de langage, s'il est trop entraîné, parce que c'est un modèle de calcul de probabilité statistique, etc., imaginez si vous l'entraînez un peu trop sur une langue, par exemple la langue anglaise, elle va être moins performante sur d'autres langues. Et de l'autre côté, si elle n'est pas du tout entraînée sur des langues, par exemple, minoritaires, bah là, ça veut dire qu'elle va, par exemple, pas la détecter. Pour vous donner un cas concret, il y a eu des recherches il y a déjà 2-3 ans, par exemple, sur le système de modération de contenu sur Facebook. Et en fait, on sait qu'il y a énormément d'automatisation et de modèles de langage qui sont utilisés pour faire de la modération de contenu là-dessus. Et il y a eu du contenu haineux, violent, même qui a amené à des guerres civiles et des génocides, qui a été en effet exprimé dans une langue que les modèles de langage de Meta connaissaient pas. Et donc, c'est passé complètement inaperçu. Donc ça, c'est un exemple concret, en effet, des risques liés au langage. Ces risques-là, justement, vous me disiez, c'est ce qu'on appelle les gens qui traitent de l'éthique de l'IA, ce qui est différent de ce que le courant un peu long-termiste va appeler la sûreté des IA. Est-ce qu'on peut expliquer un peu la différence entre ces deux champs de recherche ? Oui, en fait, c'est un peu... Alors, moi, je ne suis pas complètement vendue sur cette distinction, mais c'est vrai qu'on recherche surtout... on fait la distinction entre ce qu'en anglais, on appelle l'éthique de l'IA. Je ne sais pas comment, en effet, peut-être c'est sûreté de l'éthique, si on essaye... Je dis ça, mais peut-être... Voilà, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de dichotomie qui s'est créée, en fait, au cours de, je dirais, des 2 dernières années, où... on essaie de mettre un peu dans des cases et à la fois des industries et aussi des chercheurs, ou juste un peu plus du côté académique, entre ceux qui se focalisent plutôt dans les risques en effet long terme, comme par exemple le plus grand risque qui est le risque existentiel. Et de l'autre côté, ceux qui réfléchissent plutôt à des risques court terme. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette espèce de dichotomie. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, l'altruisme efficace a vraiment tout un vocabulaire qu'il emploie. Et donc, c'est assez facile de repérer, par exemple, encore une fois, c'est plus simple en anglais, je ne suis pas sûre de comment on va traduire ça en français, mais vous retrouvez du langage du genre, voilà, l'intelligence artificielle générale, la sécurité, par exemple aussi le dernier summit qui a été fait à Londres récemment, ça s'appelait AI Safety, donc ça vient aussi s'approprier du même vocabulaire qui appartient au même mouvement. Donc voilà, il y a plein de petites lumières qui se... Et effectivement, on voit que ça... C'est pour ça qu'il se diffuse, parce qu'on remarque ce vocabulaire. Peut-être pour finir, justement, est-ce qu'en Europe, ce mouvement un petit peu apocalyptique, enfin, qui imagine l'apocalypse, a pris dans le milieu industriel, chez les entreprises et chez les chercheurs, ou est-ce qu'il y a une forme de rationalisme chez les opérants voilà. Alors, d'après mon humble expérience, je dirais que c'est pas aussi présent comme c'est présent dans le milieu anglo-saxon. Donc c'est vrai que, par exemple, quand on va en Angleterre, on le retrouve plus facilement aussi, parce que comme je vous expliquais au tout début, ça fait aussi partie un peu plus peut-être de leur histoire et de l'histoire philosophique. Mais en tout cas, si on peut parler pour la France, en France, j'ai pas trop remarqué ça. Peut-être on en avait discuté, c'est aussi grâce à des personnages comme Yann Lequin qui en effet se trouvent complètement en opposition par rapport à ce type de mouvement-là. Et encore une fois, il y a un vocabulaire, mais il y a aussi des thèmes récurrents comme l'intelligence artificielle générale. Donc ça devient assez simple de les repérer. Après, c'est pas dit que peut-être demain on commencerait à se poser la question aussi, je sais pas, en Italie, en France,
ou en Europe de manière plus générale. Mais pour l'instant, comme vous dites, on reste plutôt rationnel. Merci beaucoup. Et désolée, c'était très court pour la complexité du sujet, mais j'espère que vous aurez eu quelques éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à vous.